Acheter un bien immobilier à plusieurs, avec un partenaire, un ami, un frère ou une sœur, ça semble être une excellente idée. On partage les coûts, on peut accéder à un bien plus grand et on commence à construire du patrimoine ensemble. Mais la réalité juridique de ce qu'on appelle l'indivision est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus risquée si elle est mal préparée. Des amitiés se brisent, des familles se déchirent, des investissements restent bloqués pendant des années. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qu'est l'indivision, comment elle fonctionne, quels sont ses principaux pièges et surtout comment te protéger si tu veux acheter un bien à plusieurs. L'indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien sans que leur part soit physiquement délimitée. Chaque indivisaire possède une quote-part, par exemple 50-50 ou 60-40, ou toute autre répartition selon les apports, mais personne ne possède une partie précise de la maison ou de l'appartement. C'est différent de la copropriété, où chacun possède un lot clairement identifié. En indivision, tout le monde est propriétaire de l'ensemble du bien. L'indivision apparaît principalement dans trois situations. Lors d'un achat réalisé à plusieurs, lors d'une succession, quand plusieurs héritiers deviennent propriétaires d'un même bien, ou après la séparation de personnes ayant acheté ensemble. L'indivision est simple tant que tout le monde est d'accord. Les difficultés commencent dès que les intérêts divergent. Règle numéro 1 de l'indivision. Toutes les décisions ne nécessitent pas l'unanimité. Contrairement à une idée reçue, toutes les décisions ne doivent pas être prises à l'unanimité. Pour la gestion courante, la loi permet déjà de prendre certaines décisions à la majorité des 2/3 des droits indivises. En revanche, pour les décisions les plus importantes comme vendre le bien ou en modifier profondément la destination, l'accord de tous est en principe nécessaire et c'est souvent là que naissent les conflits. Règle numéro 2. Chacun peut demander à sortir de l'indivision. Le Code civil prévoit un principe très important. Nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision. Concrètement, chaque indivisaire peut demander le partage à tout moment. Cela ne signifie pas automatiquement que le bien sera vendu. Les autres peuvent racheter la quote-part, mais si aucun accord n'est trouvé, un partage judiciaire peut conduire à la vente du bien. Autrement dit, un projet immobilier peut être remis en cause au moment où tu t'y attends le moins. Règle numéro 3, la convention d'indivision. Heureusement, il existe un outil très efficace, la convention d'indivision. C'est un contrat signé entre les indivisaires qui fixe les règles du jeu, la durée de l'indivision, les modalités de prise de décision, la répartition des dépenses, les conditions de sortie. Sans convention, c'est la loi qui s'applique dans toute sa rigidité. Avec une convention bien rédigée, vous pouvez anticiper une grande partie des conflits. Il faut que tu fasses attention à plusieurs pièges qui peuvent faire exploser une indivision. Piège numéro 1, le décès d'un indivisaire. Lorsqu'un indivisaire décède, ses héritiers récupèrent sa quote-part. Tu peux donc te retrouver propriétaire avec des personnes qui n'étaient absolument pas prévues dans le projet initial. Sans anticipation, cela peut compliquer énormément la gestion ou la vente du bien. J'ai un exemple à te raconter. Je connaissais une dame âgée qui s'était remariée, on va dire, enfin assez âgée. Elle s'était remariée, elle était mariée dans sa jeunesse, elle a eu des enfants, puis son mari est décédé et elle s'est remariée plutôt âgée. Et quand elle s'est remariée avec son nouveau mari, ils ont vécu, elle avait déjà des biens auparavant.
ok? Et quand elle est décédée, son deuxième mari était toujours vivant. Donc, quand elle est décédée, il a fallu faire des démarches pour que ses enfants, déjà adultes, hein, c'est déjà des adultes, récupèrent les biens. Sauf que pendant toutes ces démarches-là, durant toutes ces démarches, le deuxième mari a eu le temps de décéder. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La maison qu'ils possédaient tous les deux, en fait, quand cette dame âgée est morte, la maison est revenue au deuxième mari. Sauf que quand le deuxième mari est décédé, la maison que la dame âgée avait achetée, hein, qui était censée revenir aux enfants, eh bien en fait la maison est revenue aux enfants de la dame âgée, mais également aux enfants du deuxième mari. Deuxième mari qui avait plein d'enfants dehors, si je peux dire ça comme ça, qui fait que les enfants de la dame qui avait acheté sa maison seule avant de se marier avec le deuxième, bref, ils se sont retrouvés en indivision avec les enfants du deuxième mari qui n'avait pas acheté la maison, et encore moins enfants du deuxième mari qui n'avait pas du tout rien à voir avec la maison. Donc, est-ce que vous voyez à quel point l'indivision peut être compliquée? Bref, on reprend. Piège numéro 2, la séparation du couple. L'indivision entre concubins est particulièrement sensible. En cas de séparation, chacun peut demander à sortir de l'indivision. Mais si personne ne peut racheter la part de l'autre, eh bien, la vente peut devenir inévitable. Et si le marché immobilier est en baisse à ce moment-là, tout le monde peut y perdre. J'ai encore un autre exemple. Donc, c'était le cas de... Donc, ça, je l'ai vu ici, hein, à Toronto, au Canada. Donc, le cas d'un couple qui avait acheté une maison qui était valorisée à 1 million à l'époque où ils ont acheté. Donc, ils ont fait un prêt pour acheter la maison. Disons qu'ils ont fait le prêt. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais disons qu'ils avaient fait le prêt à 800 000 dollars. Donc, ils avaient acheté la maison ensemble. Sauf que quelques années après, ils se sont séparés. Et ils voulaient revendre Enfin, ils étaient obligés. Comme ils se sont séparés, le conjoint n'avait pas les moyens pour racheter tout seul la part de la conjointe et inversement. Donc, ils se sont retrouvés obligés de vendre une maison. Ils devaient vendre une super maison, mais comme l'un et l'autre ne pouvaient pas racheter puisqu'ils voulaient se séparer, mais ils ne voulaient pas rester ensemble propriétaires de la maison, donc il fallait se séparer. Bref, sauf que comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient racheter la part de l'autre, ils ont été contraints de vendre la maison. Sauf que, donc on retourne dans une situation, le marché immobilier avait baissé. La maison qui quelques années auparavant était valorisée à 1 million se retrouvait maintenant à valoir disons, je vous donne un exemple, un chiffre parce que je n'ai pas les chiffres exacts, 500 000. Une maison qui valait 1 million, finalement, elle valait 500 000. Donc, du coup, s'ils vendaient la maison maintenant, ils auraient retiré 500 000 dollars, sauf qu'ils avaient un prêt de 800 000. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, ils ne pouvaient pas. S'ils vendaient la maison à 500 000, ils se retrouvaient avec des dettes de 300 000 dollars à rembourser puisque le prêt, c'était 800 000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est vraiment une histoire vraie. Ce qui s'est passé, c'est que comme ils ne pouvaient pas faire ça, ni l'un ni l'autre n'avait envie de se retrouver avec des dettes énormes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la femme est allée habiter quelque part d'autre. Le monsieur a gardé la maison, mais il s'est mis en colocation. Et je vous dis ça, un grand monsieur de 45 ans passés. Donc, il s'est retrouvé à être en colocation dans sa propre maison qu'il avait achetée. Et bien, il a mis des jeunes avec lui dans les chambres, bref, en colocation. Pour pouvoir payer la maison. Donc, est-ce que vous vous rendez compte des situations un peu rocambolesques dans lesquelles vous pouvez vous retrouver quand voilà, vous n'anticipez pas les séparations, par exemple, dans le cas du couple. Piège numéro 3, l'indivisaire qui ne paie plus. Si l'un des propriétaires cesse de payer sa part des charges, des travaux ou du crédit, la situation peut rapidement devenir compliquée.
Lorsqu'un prêt a été contracté ensemble, les co-emprunteurs sont souvent solidaires. La banque peut donc réclamer les mensualités aux autres emprunteurs. Et c'est après, bon, ils vont engager des démarches pour récupérer les sommes avancées, mais en attendant, c'est eux qui doivent payer. Piège numéro 4, le blocage. Tu veux vendre, l'autre refuse. Ou l'inverse, c'est lui qui veut vendre, mais toi tu veux pas. Le juge peut être amené à intervenir pour débloquer la situation. D'ailleurs, les règles ont récemment évolué afin de faciliter la résolution de certaines indivisions bloquées lorsque l'intérêt commun l'exige. Mais une procédure judiciaire reste longue, coûteuse et souvent destructrice pour les relations. Alors après les règles de l'indivision et les pièges de l'indivision, là tu te demandes mais quelles sont les alternatives? Comment on peut s'en sortir? Je vais donc te partager les alternatives à l'indivision. Si tu souhaites acheter à plusieurs, il existe des solutions parfois mieux adaptées. Par exemple, la SCI. La SCI, c'est une société civile immobilière qui permet à une société d'acheter le bien. Chaque associé détient donc des parts de la société plutôt qu'une quote-part directe des biens. Et les règles de fonctionnement sont définies dans les statuts de la société. Résultat, davantage de souplesse, facilité de transmission. On peut prévoir aussi les règles d'entrée et sortie dans la SCI. En contrepartie, il faut créer la SCI et assurer un minimum de démarches administratives et de gestion administrative. Autre alternative, le PACS ou le mariage. Pour un couple, le PACS ou le mariage apporte une meilleure protection juridique, notamment en cas de décès. En revanche, il ne remplace pas une bonne organisation de l'achat ni un accompagnement adapté. Et enfin, la clause de tontine. La tontine permet de prévoir que le dernier survivant deviendra seul propriétaire du bien. C'est une solution qui peut être intéressante dans certaines situations patrimoniales, notamment pour certains couples, mais elle doit être étudiée avec un notaire parce qu'elle entraîne des conséquences juridiques et fiscales importantes. En conclusion, acheter à plusieurs peut être une excellente stratégie patrimoniale, mais avant de signer, il faut comprendre les règles qui vont encadrer votre investissement pendant parfois plusieurs décennies. Une indivision n'est pas un problème lorsqu'elle est anticipée. Elle devient un problème lorsqu'on pense que tout ira bien. Donc, mieux vaut prévoir les conflits avant de les subir des années après. L'immobilier est l'un des meilleurs leviers pour développer son patrimoine à condition de maîtriser les règles du jeu. Dans mon Académie de la liberté financière, je t'apprends à investir avec une vraie stratégie. Financement, fiscalité, structuration de patrimoine, tu retrouveras le lien pour nous rejoindre dans la description.